La visite et la découverte des églises principales des 10 nouvelles paroisses. Et aujourd'hui, nous sommes sous le soleil et à Flers, devant l'église Saint-Germain. C'est l'église principale de la nouvelle paroisse Saint-Joseph en Bocage. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux guides avec nous, Joëlle Vermogo et Françoise Mulot. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Françoise, vous avez tenu à nous mettre ici, à cet endroit. Pourquoi ? Alors pour raconter un peu l'histoire de l'église Saint-Germain, celle que nous voyons aujourd'hui n'est pas la première. Il y a eu une ancienne église Saint-Germain et nous sommes dans l'ancienne église Saint-Germain qui est matérialisée sur le sol. Voilà, on voit les traces gris foncé sur le sol, d'accord. Voilà. Et donc le nom église Saint-Germain, la légende raconte que l'évêque d'Auxerre, Saint-Germain, est passé par Flers au moment où il partait évangéliser l'Angleterre. Il s'est arrêté ici dans ce qui était plutôt un petit village et on raconte qu'il a fait jaillir une source d'eau qui manquait pour les habitants. Rien n'a pu être vérifié. On sait simplement que la rue qui est derrière s'appelle la rue de la Fontaine. D'accord. Voilà. Donc cette petite église a été remaniée à plusieurs reprises. Elle était plutôt une église rurale très simple avec une tour en bâtière comme on faisait autrefois. Et l'intérieur était en bois. Il y avait deux tribunes en particulier. Et un épisode a lieu en 1844, lors de la venue de l'évêque. Évidemment, la foule se précipite, s'installe dans l'église, s'installe sur les tribunes, et il y a un mouvement de panique parce qu'il y avait trop de monde. Les gens se bousculent pour ressortir parce que les tribunes bougent, et malheureusement, les gens se trouvent piétinés et il y a plusieurs victimes. On raconte qu'il y a 6 morts, 15 blessés. Et du coup, la municipalité s'inquiète parce que c'est l'époque où la ville de Flers s'agrandit. L'église est trop petite du coup et il va falloir songer à construire une nouvelle église. Ça va prendre du temps parce que ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'un architecte est choisi pour présenter des plans donc, de cette nouvelle église. Elle est énorme. Alors je me retourne, je me mets au milieu de vous deux. Voilà, elle est très grande, oui. Certains l'appellent la cathédrale de Flers, ce qu'elle n'est pas, bien sûr, ce n'est qu'une église. Il y a un petit air de Notre-Dame de Paris quand même. Hein. Oui, mais alors... Les deux tours, voilà, c'est ça. Comme il y a eu entre deux la séparation de l'église et de l'État, ce n'est pas la commune qui l'a construite, c'est la société immobilière de Flers. Et elle a été construite dans un style néo-gothique, mais en plusieurs épisodes. Elle a été consacrée en 1932. Et elle n'était pas terminée, la façade n'était pas terminée, les tours n'étaient pas encore installées, on le voit sur les vieilles cartes postales. Elle est prolongée parce qu'on fait des quêtes, on organise des kermesses pour pouvoir financer tout cela, mais elle n'est pas terminée. Dans les plans, il devait y avoir 2 flèches qui montaient à plus de 60 mètres, mais l'argent n'a pas été là, donc voilà, ça s'est arrêté autour. Donc depuis 1932, on est sur le même cas de figure en fait. Voilà, exactement. D'accord. Elle est grande, alors à l'intérieur on va la voir dans un instant. On sait la capacité de cette église ? Elle est longue de 65 mètres. Au niveau du transept, la largeur est de 30 mètres et la hauteur sous voûte est de 10,50 mètres. Donc c'est vraiment impressionnant au niveau capacité, ce qui peut poser d'ailleurs des problèmes pour le chauffage aujourd'hui, je crois. Alors on comprend bien que du coup l'église maintenant elle est de la responsabilité du diocèse parce qu'elle ne dépend pas de l'État celle-là. Hein. Voilà. Oui, c'est bien dommage d'ailleurs. Oui, c'est un inconvénient, peut-être l'avantage et l'inconvénient. Voilà, ouais. Voilà. Parce que du coup les travaux sont à la charge du diocèse. Voilà, et elle vieillit aussi sans arrêt des problèmes de toiture, etc. Ouais. L'électricité vient d'être complètement refaite. D'accord. Donc ça pose des problèmes au niveau du budget et de sa mise, de son fonctionnement au quotidien. Alors, je reprécise, j'ai fait une petite erreur, la bénédiction c'est 1922. D'accord, ok, d'accord. Et pas 32, 1922, l'église Saint-Germain de Flers. Alors on va peut-être rentrer, on va vous suivre, Françoise. Juste une dernière précision, l'ancienne église a été démolie en 1924. D'accord. Voilà. Pendant la guerre, tout le centre de Flers a été bombardé en juin 1944, juste au moment du débarquement. D'ailleurs, autour de nous, ce ne sont que des constructions neuves.
Et l'église a été touchée par plusieurs bombes qui ont traversé la toiture, qui sont descendues jusque dans la crypte où malheureusement s'étaient réfugiés des Flériens. Donc il y a eu de nombreuses victimes à cette occasion-là. Donc après la guerre, il a fallu reconstruire cette église. Ça a été fait sous la direction de l'architecte Pierre Meurice, qui est bien connu dans notre région, dans notre ville. Et voilà, ça a été rendu au service, je crois que c'est en 60 ou 62. Voilà. Alors il y a une belle rosace, mais qu'on verra bien mieux de l'intérieur. Voilà. Alors je vous suis, on va rentrer. Okay. Alors je ne vous ai pas présenté en introduction, Françoise Mulot, vous êtes flérienne d'origine? Pas du tout, non. Moi je suis originaire de Rouen, mais oui. Pour mon travail, ça fait plus de 30 ans que j'habite à Flers. Voilà. D'accord. Vous êtes passionnée par le patrimoine? J'étais responsable de la médiathèque de Flers et effectivement j'ai eu l'occasion de faire pas mal de recherches pour les animations de la médiathèque, d'où mon intérêt pour le patrimoine et en particulier tout ce qui concerne l'art sacré, puisqu'il y a d'autres établissements à Flers qui méritent d'être découverts. D'accord. Et alors, Joëlle, vous êtes paroissienne depuis longtemps? Je suis, oui, depuis un certain temps. Oui. J'organise, mais souvent avec d'ailleurs Françoise, Oui. la nuit des églises. D'accord. Ce qui permet de faire découvrir des églises parfois ignorées, avec des petits trésors tout autour, voilà, dans le diocèse et tout autour de la région. Voilà. Alors, on entre par le côté dans cette église Saint-Germain de Flers. On est surpris, bien sûr, par la grandeur de l'édifice. Et puis, la lumière qui rentre. Comme on a un peu de soleil aujourd'hui, on voit de la lumière. Peut-être qu'on se dirige tout de suite oui, on va vers peut-être. la rosace. Oui, faut peut-être la prendre d'ici, là, quand Oui, on rentre. on va se mettre dans le chœur pour avoir une vue ici. Une belle vue de la rosace qui est avec l'orgue de chaque côté. Donc cette rosace, elle est richement colorée. Hein. Extrêmement colorée. Elle est l'œuvre de Jean Chauderge, dont tu vas parler. Voilà. Et en fait, c'est un tédéum. Donc elle est éclaboussante de lumière, de chaleur, d'ardeur. Hein. Et traditionnellement, dans les rosaces racontent souvent ou les vies de la Vierge ou bien de la création du monde. Là, pas du tout. C'est quelque chose de symbolique, de figuratif, voilà, pour expliquer toute cette élan. Parce que le tédéum, c'était un chant qu'on faisait quand on avait un remerciement, une louange, une adoration tout à fait particulière à faire. Donc voilà, donc c'est un tédéum. Alors, celui qui a réalisé la rosace, mais aussi d'autres travaux qu'on verra quand on montera sur la tribune, s'appelle Jean Chauderge. C'est un Flérien. Il est né en 1908, il est mort en 1968. Issu d'une famille d'artisans briquetiers de Flers, voilà. Et depuis toujours artiste. Donc, le dessin, la peinture, mais aussi la gravure, surtout la gravure, ce qui lui a valu, après ses années d'études à Paris, d'être classé Grand Prix de Rome, deuxième Grand Prix de Rome, qui était un concours très important. Et à un moment donné de ses expériences artistiques, il s'intéresse au verre et aux vitraux, qu'il ne va plus lâcher jusqu'à la fin de sa vie. Donc il travaille et son travail est reconnu dans la région, si bien que le curé de Flers, le chanoine Hervieux, va lui commander la rosace en 1936. L'église est terminée, donc voilà, il faut décorer cette partie de l'église. Donc en 1936, il commence ses recherches, qu'est-ce qu'il va représenter. Joëlle nous a bien expliqué ce qu'il en est, mais on va voir les détails tout à l'heure. Et la guerre arrive, il n'a pas eu le temps de poser, d'installer la rosace, et heureusement, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, l'église a été en partie détruite. Donc la rosace n'est installée que dans les années 50, avec l'aide d'ailleurs d'un deuxième artiste flérien qui s'appelle Jean Péchard. Les deux hommes étaient amis, donc ils installent cette superbe rosace à ce moment-là. Voilà. On a un effet d'explosion, feu d'artifice quand on la regarde. Tout à fait, c'est extraordinaire. C'est éblouissant, cette chaleur, cette ardeur. Donc c'est le seul vitrail de l'église qu'il a réalisé ou il en a fait d'autres? Non. Alors il y en a d'autres qui sont en haut, derrière nous. On ne peut pas voir les détails, on va les voir tout à l'heure depuis la tribune. Ce sont les tableaux au centre, enfin les vitraux du centre, ça c'est Chauderge. Malheureusement, Chauderge tombe malade et il ne va pas pouvoir terminer ses travaux.
Il devait réaliser 2 autres rosaces dans le transept de ce côté-là. Mais bon, ce sont juste des verres colorés. Ouais. Par contre, un de ses amis dans l'atelier duquel il a travaillé, Jacques Le Chevalier, va poursuivre le travail des vitraux du bas de l'église, et ce sont les vitraux du chœur et de chaque côté. Il y a des vitraux décoratifs, mais c'est surtout ceux qui sont au centre que Joëlle va nous expliquer en détail. Elle connaît très bien la symbolique. Et alors la grande différence entre ces 2 types de vitraux, la rosace et puis les fenêtres hautes, c'est que les vitraux des fenêtres hautes sont marqués par la mémoire de la guerre. Donc on verra, non seulement on voit des avions qui survolent, qui sont dans l'espace, mais aussi toute cette énergie spirituelle que suscitent les guerres. Donc la renaissance du Sacré-Cœur, de Jeanne d'Arc, etc. Donc on va voir comment est-ce que cette spiritualité qui rejaillit au moment des guerres a, disons, permis à Jean Chauderge de mettre en place ces vitraux. D'accord, très bien. Voilà, j'ajoute juste que Jacques Le Chevalier a beaucoup travaillé avec un autre artiste maître verrier qui s'appelle Louis Barillet, qui est connu aussi dans la région, dans beaucoup d'églises de la région. Et ce sont des hommes qui ont participé au renouveau de l'art sacré dans le domaine du vitrail. Donc on sort du classicisme qu'on découvre dans beaucoup d'églises, et c'est vraiment un art moderne, expressif, coloré, symbolique que l'on peut découvrir. Très intéressant. Voilà, nous nous retrouvons ici en l'église Saint-Germain de Flers et en train de monter les escaliers qui nous mènent à la tribune de l'orgue, puisqu'il y a cette rosace magnifique à aller voir. Et avec nos 2 guides qui sont Françoise Mulot et Joëlle Vermougou. Voilà, c'est assez étroit. Voilà. Hop. Alors, on arrive ici à la tribune de l'orgue. D'abord, on va peut-être jeter un coup d'œil, Joëlle et Françoise, à l'église, parce qu'on a une superbe vue d'en haut. Pour ceux qui voient sur la web TV du diocèse de Sées, sur la chaîne YouTube, on a ces petits tuyaux de l'orgue au milieu qui nous ouvrent la nef centrale, qui nous mène jusqu'au chœur, avec les vitraux tout au fond. Voilà, avec le soleil qui baigne la nef de l'église Saint-Germain de Flers. Donc je rappelle que c'est l'église principale de la nouvelle paroisse Saint-Joseph en Bocage. Et puis Joëlle et Françoise, on se retourne. Hop. Là, voilà, et donc on admire cette magnifique rosace. On a la chance de cette journée ensoleillée pour profiter du flamboiement de cette rosace avec tous ces rouges. C'est assez typique de Chauderge quand on visite les églises alentours qu'il a également décorées. On retrouve ce style flamboyant, unique. Il ose. C'est ça. Alors il y a peut-être quelques détails à donner dessus. Alors, Joëlle va faire le commentaire. Moi je dirais juste simplement, comme j'ai expliqué que ça avait été commandé avant la guerre et posé simplement après, parce que Chauderge travaillait très lentement et il connaissait son défaut. Donc quand il signait avec un escargot. Ah d'accord, parce qu'il savait qu'il était lent, quoi. Exactement. C'est sa signature. Joëlle. Voilà. Très bien. Parfait. Bon alors, l'ensemble de la rosace, on l'a dit tout à l'heure, est figuratif. Hein, c'est un tédéum à la gloire de Dieu. Donc les couleurs parlent d'elles-mêmes, un flamboiement dans les oranges, dans les rouges, qui signifie toute l'ardeur du chrétien pour rendre grâce et rendre louange. Ça fait un peu penser à la Pentecôte, ces couleurs. Tout à fait, c'est extraordinaire. Alors tout en haut, on ne le voit pas, mais normalement c'est une coupe, c'est le Christ, le petit rond là, et puis 2 anges adorateurs. D'accord. Voilà. Voilà. Alors en dessous, on a, disons, 7 vitraux avec Notre-Dame de Flers. Alors on peut se rapprocher. Oui. On va essayer de monter sans tomber. Comme ça. Alors je vais juste. Hop. Hop. Alors on commence au milieu. Au milieu, Notre-Dame de Flers, et on connaît bien les 2 tours. Ouais. Bon, une sainte très connue qui est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors juste à droite, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec ses roses. C'est plus de roses, oui. Et puis des anges tout autour de Sainte Thérèse.
De l'autre côté, lui faisant face, il y a... Alors attendez, on se déplace. C'est le chanoine nerveux, c'est ça qui s'est fait représenter. C'est celui qui a commandé les vitraux, donc sous les têtes d'un Saint-Alexis ou quelque chose comme ça. Voilà, ça. Bon, mais enfin c'est lui, donc on le voit bien. Donc les anges font... reprennent les anges qu'on voit aussi pour Sainte-Thérèse. Et puis alors, à droite et à gauche, on a des anges avec des encensoirs, et puis des anges musiciens, donc qui chantent toujours en référence au Te Deum, la gloire de Dieu. D'accord, je change juste la main. Hop. Voilà, on va filmer les anges de chaque côté, baignés de soleil. Puis ça éclaire sur le mur à côté. C'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique. C'est absolument inédit. Des couleurs comme ça. Tout en haut, mais oui. voilà, quand on va reculer, il y a les armes de la ville de Flers qui sont symbolisées par 2 navettes. Flers était une ville textile. Il y avait la majorité de la population travaillait dans ce domaine-là, et donc c'est le symbole de la ville aussi. On va le revoir en haut, légèrement à droite. Il y a les fleurs de lys, puisque la ville. Le château dépendait des comtes de Flers, donc il y a les fleurs de lys qui symbolisent la royauté, et voilà. Et en dessous, il y a les 2 navettes et les 2 bobines de fil pour illustrer la ville textile. Ouais, tout en face, la chapelle du Saint-Sacrement, tout au fond. Oui, on voit déjà la croix avec le linceul, etc. On va faire les commentaires tout à l'heure. Il faut s'approcher parce que c'est dense, quoi. Voilà, et bien on va descendre de la tribune de l'orgue de l'église Saint-Germain de Flers avec Joël et Françoise, et on se retrouve en bas. Voilà, donc nous nous retrouvons ici en bas de la tribune de l'orgue de l'église Saint-Germain de Flers en compagnie de Françoise Mulot et Joël Vermogo, nos guides aujourd'hui. Françoise, on se retrouve ici dans le baptistère avec une décoration particulière. Voilà, alors en fait, on a en face de nous une sorte de grand tissu. En fait, c'est une tapisserie, mais qui n'était pas là, ici à l'origine. C'est un baldaquin qui était situé au-dessus du maître-autel de l'église. Et ce baldaquin a été commandé sur les conseils de Pierre Meurice, l'architecte qui a refait la construction de l'église, auprès de Pauline Peugnier, qui était la femme d'un architecte, Albert Stevens, et qui était aussi la mère d'Aline Bonny, qui est elle-même maître verrier. Voilà, de famille d'artistes complets. Et cette tapisserie qui représente les signes du zodiaque a été exécutée à Aubusson, au lieu de la tapisserie, dans l'atelier de Monsieur Pinton. Le baldaquin a été retiré il y a quelques années et placé ici au niveau du baptistère. D'accord. Voilà. On va remonter tout doucement la nef centrale de cette église Saint-Germain de Flers. Si les visiteurs veulent voir précisément les vitraux du haut du chœur, il vaut mieux avoir des jumelles. C'est ça, voilà. On peut voir tous les détails, et des détails assez curieux, puisque comme c'est après la guerre et que ça évoque cette période-là, il y a plusieurs avions qui volettent au milieu des vitraux. C'est assez particulier. Il y a aussi l'évocation du Concile Vatican II. Il y a Saint-Germain qui est représenté aussi. Et puis Joël va compléter. Parce que j'ai on va se mettre peut-être juste dans le cœur, là. On va se mettre quand même un peu en dessous. Voilà. On va se mettre ici, on verra peut-être mieux. Donc c'est essentiellement les 3 vitraux, là. Hein. Oui, les 3 fenêtres, là. Donc en face, nous avons la consécration. Ça évoque le Sacré-Cœur. Il faut savoir qu'on vient de... La guerre de 39-45 vient de s'achever. Donc tous ces vitraux sont imprégnés de ce souvenir douloureux de la guerre et de ce qui s'est vécu. Et donc dans les fenêtres hautes, là, au milieu, donc le premier vitrail avec le coq, là, c'est la France vouée au Sacré-Cœur, c'est ça. Donc il y a eu une grande manifestation en 1940. Non, je vais vous trouver les dates. Où le gouvernement a demandé de consacrer la France
au Sacré-Cœur. Alors le Sacré-Cœur, on le voit. Alors comment est-ce qu'on peut... Alors on a le coq à gauche. On a le coq français, le coq au-dessus gaulois. du coq. Au-dessus, on a donc le Sacré-Cœur. Au-dessus, on doit avoir des léopards normands à gauche. Et tout en haut, il faut prendre des jumelles. Je crois qu'on a une étoile, non? Notre-Dame, doit y avoir une étoile. Donc le coq gaulois, le Sacré-Cœur, avec la couronne d'épines. Ici, une colombe de la paix. Ici, le léopard normand et le drapeau français bleu, blanc, rouge. Vous le voyez là? Voilà. Donc, en dessous, Saint-Germain, les 3 anneaux de la Trinité. Tout ça, c'est noté et c'est expliqué par Jean Chauderge. Donc, Saint-Germain, protecteur de flair. On a aussi bleu, blanc, rouge, un autre drapeau tricolore ici. Les lances de la Passion et ici, la cocarde. Ah oui, d'accord. D'accord. Français. Voilà, ça c'est pour le vitrail central. Voilà. Alors de l'autre côté, donc c'est Notre-Dame, reine de France. Donc on a la couronne de Notre-Dame, avec ici toujours le drapeau bleu, blanc, rouge. Ici, donc ici c'est le blason de Notre-Dame de Flers. Ici, ça représente le cœur transpercé de Marie. Voilà, le monogramme de Marie. Donc voilà ce qui est pour le vitrail de la France, voué au Sacré-Cœur et puis de Notre-Dame de France. Avec les avions, évidemment, qui sont en rapport avec le bombardement de Flers. C'est plein de symboles en fait. Hein. Tout à fait, voilà. Et puis le vitrail de gauche est consacré à la fête Dieu à Notre-Dame de Flers et l'autre à Jeanne d'Arc. Donc si on explique, on voit donc la Vierge couronnée avec son étoile en haut, et puis là aussi avec de nombreux étendards, des étendards, des bannières, etc. Alors toutes ces lancettes font allusion à ce qu'on appelait des prières, des oraisons jaculatoires. Voilà. Et on voit très bien les 2 tours du château, en foncé, vous les voyez, les 2 tours du château de Flers. À côté, alors c'est quand même plus facile à lire, ça fait référence à Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, ici la Jeanne d'Arc qui est stylisée, on voit simplement son visage. Dessous, le drapeau français, à nouveau, bleu, blanc, rouge. On voit la croix de Lorraine. On voit aussi l'écusson du royaume de France avec la couronne royale, ici. Voilà. Donc ça fait toujours référence en période de guerre aux saints qui ont libéré la France. D'accord. Voilà, qui ont protégé la France. Et de l'autre côté, le 3e vitrail, qui va être voué à Vatican II, puisque quand même Jean Chauderge est un peu moderne, Vatican II et Saint-Germain. Bon, on peut voir Saint-Germain parce qu'il est tellement énorme qu'on le reconnaît, donc protecteur de Flers, avec son énorme crosse, sa mitre, voilà, on le voit très très bien. Bon. Et puis donc toujours à gauche sur l'autre vitrail, donc ça fait référence à Vatican II et notamment au jaune et blanc qui sont les couleurs papales. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'église Saint-Germain de Flers pour une visite guidée de cette église principale de la nouvelle paroisse Saint-Joseph en Bocage avec Joël Vermogo et Françoise Mulot qui sont nos guides aujourd'hui. Alors on a déjà vu la très belle rosace tout au fond sur la tribune de l'orgue ici, côté sortie principale avec donc tout ce vitrail flamboyant. On a évoqué des vitraux un peu plus bleutés au-dessus du chœur. Avec plein de symboles. Et puis Françoise, on se trouve ici derrière le chœur. Voilà. Dans le déambulatoire. En 1962, on fait des fouilles devant l'église, à l'emplacement de l'ancienne église Saint-Germain. Oui. On découvre des ossements, des cercueils. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont les cercueils des anciens seigneurs de Flers, les comtes de Flers. Donc, ils ont été placés dans la crypte de l'église, mais pour rappeler ces événements, on a fait des petits vitraux avec les armes de ces grandes familles. On va se rapprocher. Les familles qui ont occupé, construit, transformé le château de Flers, donc famille d'Aunoud, d'Harcourt, Gros-Parmy, Pellevé et la Motango pour les derniers seigneurs de Flers.
Voilà, ça c'était en 1962. Et en 2014, la municipalité décide d'aménager l'esplanade devant l'église. Donc, on est obligé de refaire des fouilles archéologiques avec l'INREP. Et on découvre donc les fondations de l'église. Là, le travail est très scientifique. Et on retrouve de nombreux squelettes parce qu'autrefois, le cimetière était vraiment à côté de l'église, autour des murs. Voilà, non identifiés, ce ne sont que des squelettes, mais on retrouve aussi 2 cercueils, 2 sarcophages en plomb. Ça signifie que ce sont des familles d'une certaine richesse qui ont pu se payer ce genre de cercueil. Donc les cercueils sont emmenés en laboratoire, on fait des recherches généalogiques, on pense que c'est les seigneurs de Flers, mais lesquels? Voilà. Et donc, à la suite de toutes ces recherches, on sait qui sont les 2 personnages de ces sarcophages. Il s'agit d'abord de Louis-Antoine de Pellevé, qui est né en 1670 et mort en 1722, comte de Flers. Et le deuxième, c'est Philippe René de la Motango, 1669-1737, donc 17e et 18e siècle. Après de longs mois passés dans les laboratoires avec les chercheurs, les scientifiques, ils sont revenus à Flers, ils sont actuellement au château et il y a une grande exposition en préparation autour de ce thème et des grandes familles comtales de Flers. À venir, je pense, en 2025 ou peut-être 2026, je ne sais pas où en sont les responsables. Alors, on a quelques plaques ici commémoratives, un peu avec une plaque avec les noms de seigneurs de Flers, famille Denou, d'Harcourt. Hop, il y en a une en dessous. Ah oui, voilà, il y en a d'autres en dessous. D'accord. Et puis on parle bien sûr des curés de Flers. On va jusqu'en 2013 là. Voilà. Curé de Flers, suite. Voilà. Certains qui sont connus des diocésains, Loïc Gical-Détouche et Philippe Potier. Alors, on bouge un petit peu. On a des vitraux donc beaucoup plus sombres si on compare à la rosace, mais le soleil n'est pas de ce côté-là, hein, donc ça explique aussi. Donc, ce sont les vitraux de Jacques Le Chevalier, qui a travaillé avec Louis Barillet et qui participe au renouveau de l'art sacré moderne pour le XXe siècle, qui a commencé entre les 2 guerres et qui s'est poursuivi, puisque là, les vitraux datent des années 60, 63 ou 64 pour leur... On va se rapprocher un petit peu. Alors, c'est la chapelle de la présence réelle, ici, avec le tabernacle. Les vitraux sont figuratifs, la lecture est quand même relativement facile. Hein. Oui, on va se rapprocher encore. Parce que... Dans le vitrail central, évoque la Passion du Christ. Alors le vitrail central, c'est la Passion du Christ. Oui, avec la croix rouge et puis le linceul blanc, et puis tous les instruments de la Passion. Donc la couronne d'épines, le glaive qui fait allusion au glaive qui a tranché l'oreille du serviteur du grand prêtre. On voit mal, mais toujours dans le vitrail du bas, toujours faisant allusion à Gethsémani, donc les lanternes des soldats qui viennent surprendre Jésus. On voit le marteau, on voit les clous de la crucifixion, donc dans le petit vitrail du bas. On les voit mal, mais ils y sont quand même. Et puis, de l'autre côté, dans le vitrail de droite, les clous de la Passion. On va se rapprocher encore. Oui, les clous de la Passion. On doit même voir un fouet, quelque part, il était là-bas. L'éponge qui va servir à alimenter Jésus qui a soif, avec du vinaigre que l'on prend dans la cruche du bas. Donc, absolument, tous les instruments de la Passion sont représentés. Voilà, dans ce vitrail qui est rouge sang, pour bien signifier le don du sang, le don de sa vie pour les hommes. Voilà. Et puis, toujours en lien avec l'Eucharistie, les vitraux de droite et les vitraux de gauche. Le vitrail de droite donc, fait appel aux symboles et, disons, aux éléments qui sont utilisés pour le Saint-Sacrifice. Donc, le blé avec les pains dessous, et puis à droite, la vigne avec les feuilles de vigne, les raisins, et puis disons le calice. Donc ça, c'est assez facile. Voilà. 1960, la date en bas. Voilà. Et puis alors on s'approche. À
gauche, donc, le bélier qui fait appel au sacrifice d'Isaac, et puis donc dessous la cruche et le pain qui font référence à l'offrande de Melchisédek. Et puis une énorme goutte de sang, j'ai donné mon sang pour toi. Donc c'est un superbe vitrail, disons, qui avec toute la symbolique, qui donne à revivre ou à repenser à la passion du Christ. Voilà, c'est très rouge, quoi. Très... Avec un tabernacle ici, bien sûr, qui représente l'agneau. Alors il y a d'abord, on va voir les évangélistes et puis la chapelle de la Vierge. Alors, donc, on a côté évangéliste. Ah oui, puis il y en a un qui n'est pas un évangéliste, c'est Saint Paul, mais c'est pas grave. Bon. Donc Saint Luc, avec, disons, son attribut classique qui est le bœuf ou le taureau. L'évangile de Saint Luc commence par la prédication de Jean-Baptiste, donc qui est représenté par l'agneau avec la croix. Voilà. Donc ça, c'est pour Saint Luc. À gauche, on a Saint Jean. Voilà, toujours avec, disons, son élément caractéristique qui est donc l'aigle. Oui. Et Saint Jean, alors, tout en haut, il est représenté, tout en haut, ça fait allusion à Patmos, où il aurait écrit donc l'Apocalypse. Et puis alors, quelque chose de très curieux, mais qu'on trouve régulièrement, c'est Saint Jean qui a une coupe avec un serpent. Ah, d'accord. Alors, il y a deux explications possibles. Quand on lit la légende dorée, on raconte que Saint Jean se trouve en difficulté avec un prêtre du temple d'Artémis à Éphèse qui lui dit « Je croirai à toi si je te donne un poison mortel et que tu ne meurs pas. » Et évidemment, dans la légende dorée, le prêtre en question lui a donné un poison mortel, il n'est pas mort, donc il s'est converti. D'accord. Et puis d'autre part, on pense aussi que ça fait appel au serpent, vous savez, le caducée qui est représenté par la médecine. Donc le prêtre, enfin Jésus qui soigne. Voilà. D'accord. Et Saint Paul au milieu. Ah, Saint Paul, on a oublié. Alors Saint Paul, j'ai oublié. Ah, c'est dommage, là on ne voit plus. Bon, Saint Paul, fratresse, parce que tous ces épîtres commencent frères, etc. Alors, Saint Paul, tout en haut, c'est un temple qui fait allusion à la grande discussion qu'il y a eu avec les philosophes à Athènes. On voit une barque avec tous ses voyages qu'il a fait autour de la Méditerranée pour aller en visiter les petites diasporas des Juifs installés tout autour du bassin méditerranéen, et puis aussi leur annoncer l'Évangile. Et puis aussi on voit le Colisée, où visiblement, voilà, Colisée quand il est allé à Rome, et visiblement il a été martyrisé à Rome. On le voit aussi avec son épée, avec donc l'instrument de son martyre, puisque les saints sont présentés avec l'instrument de son martyr. Voilà. Donc ça, c'est assez facile. C'est vitraux ici, facile à reconnaître. Bon, au passage, on voit bien Sainte Thérèse bien entourée de fleurs, ainsi que ses parents Louis et Zélie Martin. Alors ici, donc on arrive dans une chapelle avec quand même une statue, je crois, à laquelle vous tenez. Ben oui, on dit que c'est là. On dit que c'est là. C'est Notre-Dame de Flers, une statue miraculeuse. Alors tu racontes l'histoire du miracle c'est une légende parce qu'il n'y a aucun écrit, aucune preuve, rien du tout. Mais au milieu du 19e siècle, une jeune fille aurait retrouvé l'usage de ses jambes après avoir fait une prière devant cette statue qui était donc dans l'ancienne église. On ne sait pas d'où provient cette statue. Voilà, mais ce qu'on peut ajouter, c'est que après, la statue est revenue dans la nouvelle église et elle n'a pas été détruite pendant la guerre, au moment du bombardement. Donc elle est vraiment miraculeuse deux fois, quoi. Une fois parce qu'elle a guéri une jeune fille, une autre fois parce qu'elle a échappé à la destruction. Donc voilà, les gens de Flers y sont attachés, il y a des prières. Donc on peut dire que c'est la plus ancienne ici partie de l'église en fait ici. Exactement. Elle est très populaire. Elle a une posture qui est originale puisqu'elle n'est pas courante. Elle ouvre grand. Elle est accueillante et elle ouvre grand les bras, accueillant tout le monde. Voilà, mais elle n'est pas représentée avec l'enfant Jésus. Elle ouvre les bras. C'est une femme qui accueille. C'est une femme qui accueille. Voilà. Peut-être qu'elle attend Jésus là à ce moment-là.
Je sais pas. C'est pas. On n'en sait rien. On ne saurait On n'en pas sait dire. rien. Je saurais pas dire. Voilà. Alors un mot sur les vitraux. Alors les vitraux, bah, évidemment, sont dévolus à la Vierge. Hein. Donc au milieu, qu'on reconnaît bien donc l'Annonciation avec l'ange qui est assez curieux, hein, parce que vous voyez, il a un chapeau pointu, il a des ailes un peu rigides. Hein. Oui. Ça, c'est le style de Jacques le Chevalier. Hein, on les reconnaît tous comme ça. Et puis la colombe, évidemment, disons, qui signifie le Saint-Esprit, quoi, qui vient annoncer à la Vierge qu'elle sera la mère. Et puis, alors, les autres vitraux font appel aux litanies de la Sainte Vierge. Donc, étoile de David, tour imprenable, siège, je peux vous dire tout ça. Oui. Mais voilà, oui, donc ça fait vase sacré. C'est encore de la symbolique, en fait. Source d'eau vide sans arrêt, ça fait appel aux litanies de la Sainte Vierge. Donc, quand on chante les litanies de la Sainte Vierge, on appelle, enfin, on fait appel à toute cette symbolique. D'accord. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de... Il y a encore des choses à voir? Ouais. Le dernier évangéliste. Ah, on a oublié, oui, encore une partie. On arrive donc à la fin de notre visite guidée ici en l'église Saint-Germain de Flers avec Joëlle Vermogo et Françoise Mulot. Et il reste 3 vitraux à détailler. Voilà. Oui. Deux autres évangélistes dont on n'a pas parlé, puis Saint-Pierre, on peut toujours tout de suite parler de Saint-Pierre, ouais, qu'on reconnaît évidemment avec ses clés. Hein. Hein, je te donnerai les clés du royaume des cieux et rien ne pourra. Voilà. Et puis le Vatican en bas, avec, on voit bien, hein, Saint-Pierre de Rome. Et puis, c'était un pêcheur, donc vous voyez en haut, il a sa barque de pêcheur. Et puis les 2 autres évangélistes dont on n'a pas parlé, Saint Marc, oui, avec son attribut qui est le lion. Voilà. Oui. Voilà. Et puis à gauche, Saint Matthieu. Bon, il n'y a rien de spécial à dire. Hein. Rien. Voilà. Donc on a fait le... Voilà, on a fait le tour de ces principaux vitraux ici de l'église Saint-Germain de Flers. Un grand merci Françoise et Joëlle pour cette visite guidée. Alors, une question plus personnelle, quel est votre élément préféré ici dans cette église? Votre coup de cœur, c'est quoi? Enfin, je crois savoir, mais... Comme tous les flériens, la rosace. La rosace. Ah oui, et puis la Vierge Marie aussi. Oui, hein. La rosace sous le soleil. La rosace sous le soleil. On a eu beaucoup de chance. En fait, quand on est à la messe, on a envie de se retourner en fait, pour voir cette rosace. Oui, c'est ce que je dis. Moi, je dis c'est rouspète parce que nous, on ne la voit pas. Voilà. Les prêtres... Ouais, ce sont encore les prêtres privilégiés. Et nous, on ne la voit pas. Voilà. Oui, c'est sur cette préférence, sur cette belle rosace que nous nous quittons. On va encore la filmer une dernière fois. Un grand merci pour cette visite guidée de l'église principale de la nouvelle paroisse Saint-Joseph en Bocage, ici en l'église Saint-Germain de Flers.